Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je commence, je me présente, je suis professeure Clélia Quiles, je suis psychiatre à Bordeaux. Je travaille notamment sur des unités qui suivent des pratiques orientées rétablissement. Et donc, j'ai vraiment l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire à FPBN deux grands noms de de la psychiatrie en réhabilitation psychosociale française. Alors, je remercie la FPBN d'avoir accepté d'organiser ce webinaire. Je remercie aussi le soutien institutionnel de l'Alliance Lundbeck Otsuka et Teva, qui, je le rappelle, sont un soutien institutionnel, mais n'ont aucun regard sur les présentations que vous allez entendre. Donc, on va partir sur deux présentations. La première sur le programme Refocus et la deuxième sur la réorganisation de la psychiatrie française autour du rétablissement. Dans un premier temps, on va écouter donc le professeur Julien Dubreuc et Madame Anne-Elisabeth Muller. Le professeur Julien Dubreuc, que je présente, est professeur de psychiatrie à Clermont-Ferrand et qui travaille de longue date sur le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Et on s'est souvent retrouvés sur ces thématiques dans de nombreux congrès. Donc Julien connaît très bien ce sujet et on travaille notamment ensemble on a participé à un programme, un PREPS, que Julien a mené en France cette année, enfin même ça fait déjà plusieurs années, sur la formation aux pratiques orientées rétablissement, le programme Refocus. Donc, on va avoir la chance de l'écouter nous parler de ce programme et d'avoir ensuite les analyses, les premières analyses sur les résultats de ce programme présentées par Anne-Elisabeth Muller, qui est doctorante en sociologie et anthropologie à Lyon, qui va nous parler des premiers résultats. Donc, on va dans un premier temps les écouter et après, on écoutera le professeur Nicolas Franck dans un deuxième temps. Vous pouvez poser les questions sur le chat questions en direct pendant les présentations. À la fin, on retrouvera tous pour répondre à toutes les questions. Voilà, bonne écoute et bonne présentation. Merci Clélia pour cette très gentille introduction et cette invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui de formation en pratique orientée rétablissement et plus particulièrement du programme Refocus. Donc, rétablissement, déjà, en quelques mots, en fait, de quoi on parle. Vous connaissez bien évidemment le rétablissement dans l'acceptation par les cliniciens, disparition des symptômes, amélioration significative du fonctionnement pendant au moins 2 ans. Et il y a le rétablissement, selon la perspective des personnes concernées, le rétablissement personnel, qu'on va plus aborder, puisque c'est le sujet de Rétafort. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important de réduire les symptômes et de traiter la crise, bien au contraire, c'est ce que vous verrez dans les pratiques orientées rétablissement. Donc rétablissement personnel, en quelques mots, de quoi on parle quand on parle de rétablissement personnel? On parle de construire une vie qui vaille la peine d'être vécue pour soi, une vie qui soit satisfaisante, qui apporte du bonheur. Et là-dessus, en fait, la définition se recoupe dans le champ de la schizophrénie, du fonctionnement de personnalité borderline, quel que soit le type de condition, de problème de santé mentale. On retrouve un peu les mêmes ingrédients. De quoi on parle quand on parle de rétablissement? On parle d'espoir, on parle de dépasser les effets de la stigmatisation, découvrir ou redécouvrir une identité qui est positive, qui va au-delà du trouble, de la condition, de tout ce qu'on veut. Trouver un sens à la fois à sa vie ou retrouver un sens à sa vie et aux expériences qu'on a pu vivre en lien avec les pathologies. Reprendre du pouvoir d'agir et se reconnecter aux autres pour au final arriver à cette marguerite du rétablissement que vous voyez dans lequel les vulnérabilités ont une place, mais parmi plein d'autres choses, les rêves, les espoirs, les valeurs, les croyances, tous les éléments, les rôles sociaux qui vont jouer sur la capacité de résilience des personnes. Donc quand on parle de rétablissement, on parle de vivre aussi bien que possible, une définition courte du rétablissement qui pourrait se mettre sur chacun d'entre nous. Et on parle surtout aussi d'acceptation et de changement en même temps. Je vous ai mis une illustration de Patricia Digan, qui est que plutôt que d'être une source de désespoir, on découvre que tout ce qu'on ne peut pas faire, l'acceptation des limitations qu'on peut avoir ou des choses qu'on ne peut pas changer, ça nous permet de découvrir l'océan de possibilités qui s'ouvre à nous. Donc c'est accepter et changer en même temps. Et si vous voyez un parallèle avec la thérapie comportementale dialectique, c'est normal puisque c'est basé sur exactement la même philosophie, accepter et changer. Et on verra que pour les professionnels et la formation des professionnels aux pratiques orientées rétablissement, c'est aussi capital d'avoir un style pédagogique qui soit orienté rétablissement
et qui est de valoriser tout ce que les gens font déjà de formidable, et en même temps réfléchir à ce qu'on pourrait changer pour faire les choses finalement différemment et contribuer au rétablissement. Quand on parle de rétablissement et de pratique orientée rétablissement, on parle avant tout d'une évolution éthique. On n'est pas sur un courant de pensée, on est sur quelque chose vraiment d'éthique. On parle de droits de l'homme, de participation pleine et entière, sans stigmatisation ni discrimination. Pour autant, est-ce que c'est ce qui se passe quand on arrive en psychiatrie? Non, et je vous ai mis une illustration de Patricia Digan en 93, mais qui est malheureusement encore trop souvent actuelle, où les personnes, tout ce qu'elles connaissent, c'était les stéréotypes à la télé, Dr Jekyll et Mr Hyde, les tueurs en série, la camisole, les fous délirants. Et on leur dit, en fait, finalement, vous êtes une de ces personnes-là, avec l'impact énorme que ça peut avoir sur leur identité, avec le risque d'auto-stigmatisation. Donc il y a un enjeu majeur de créer un environnement favorable au rétablissement et de changer les choses pour que, justement, on puisse soutenir le rétablissement personnel. Donc quand on parle de pratiques orientées rétablissement, de quoi on parle exactement? Les pratiques habituelles ont tendance plutôt à se centrer sur les symptômes, la crise, ce qu'elles font plutôt bien, mais sans du coup s'intéresser aux rôles sociaux, aux valeurs, aux croyances, à tout ce qui fait l'identité de la personne et qui soutient sa résilience. Et pour autant, la crise, c'est ce que nous disent beaucoup les personnes avec expérience vécue, elle dure peu de temps et il est important d'éclairer l'ensemble du théâtre. Pas que les symptômes et la crise, mais aussi tout ce qui fait l'identité de la personne. Et c'est ce que proposent les pratiques orientées rétablissement, c'est de diminuer les symptômes, réduire la crise, bien sûr, et en même temps, se concentrer, s'appuyer sur les aspects positifs de la vie de la personne et tout ce qui va contribuer à sa résilience. Et pour faire ça, bien sûr que ce serait bien d'avoir une société plus inclusive, que les hôpitaux changent, qu'ils orientent les soins vers les rétablissements, mais chacun d'entre nous, tous à notre échelle et dans les différentes équipes, on a une responsabilité et la possibilité de créer un environnement qui soutienne le rétablissement via les relations. Et c'est le principe même de Refocus, c'est que c'est l'objectif de rétablissement personnel est de travailler sur les relations entre professionnels de santé et personnes concernées. Donc Refocus, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention qui est dite complexe selon le British Medical Research Council. Ça veut dire en fait que finalement, si c'était quelque chose de simple d'améliorer l'expérience des soins en psychiatrie, en psychiatrie, ça se saurait, tout le monde aurait déjà fait. Donc c'est que c'est compliqué. Donc comment ils ont fait? Ils ont fait des revues de littérature. La première sur le modèle Scheim du rétablissement personnel. Ils ont été regarder ce modèle Scheim qui était valide dans différentes cultures, dans différentes populations. Par exemple, chez les adolescents, on a pu nous aussi tester qu'il était aussi valable en psychiatrie périnatale. Ils ont été faire une revue de littérature sur qu'est-ce qu'on entendait par pratique orientée rétablissement, les freins et les leviers pour l'adoption des pratiques orientées rétablissement, les outils pour mesurer tout ça. L'importance, c'était la co-conception et l'implication des personnes avec expérience vécue dans tous les niveaux, le design, la participation au protocole de recherche, les comités de pilotage, la délivrance des interventions. Et ça a permis de construire un modèle que vous voyez à droite, qui est basé sur la théorie des comportements planifiés, qui dit qu'en agissant sur les relations qui favorisent le rétablissement, c'est-à-dire comment en équipe on va comprendre le rétablissement, il y a souvent autant de définitions du rétablissement que de membres de l'équipe, de travailler sur les relations qui sont horizontales collaboratives pour finalement aller sur 3 pratiques de travail, comprendre les valeurs, les préférences de traitement, évaluer, amplifier les forces et soutenir la poursuite d'objectifs à signification personnelle. Qu'est-ce que tout ça va faire? Une orientation rétablissement dans l'équipe, plus de connaissances sur le rétablissement, plus de compétences en coaching, on verra un peu ce que c'est, et dans ces 3 pratiques de travail, une intention de modifier ces pratiques, des pratiques qui changent, une meilleure expérience des soins, on se sent davantage soutenu dans son rétablissement, et donc tous les paramètres s'améliorent. Refocus, est-ce que ça marche? Les études qui ont été faites en Angleterre et en Australie montrent que ça marche sur le rétablissement personnel et sur l'expérience des soins quand c'est mis en œuvre. Quand c'est pas mis en œuvre, ça marche moins. Il y a une adaptation culturelle qui a été faite aussi en Australie qui a permis finalement de travailler un petit peu sur tous ces aspects-là. Donc Refocus, quel principe pédagogique? Un principe clair, c'est la co-animation, co-construction, co-animation avec un père aidant. C'est entièrement co-animé. La deuxième journée sur les pratiques orientées rétablissement, elle est obligatoirement, et idéalement, l'intégralité du programme est co-animée. On valorise aussi l'expertise des professionnels et on s'appuie sur leurs forces. Ce n'est pas du tout l'idée d'arriver et de dire tout ce qui était fait avant, c'est pas bien, il faut changer et mettre en œuvre quelque chose sur le rétablissement. C'est d'aider les gens plutôt à percevoir tout ce qu'ils font déjà, qui soutiennent le rétablissement et à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'ils pourraient faire en plus, en moins, différemment, pour soutenir le rétablissement. Donc, première journée, les connaissances sur le rétablissement, les pratiques qui soutiennent le rétablissement. Deuxième journée, expérimenter, comprendre les valeurs et les préférences de traitement, évaluer, amplifier les forces, etc. Troisième journée, le coaching.
On met beaucoup l'accent donc sur la réflexivité, sur l'expérimentation et sur le fait de soutenir l'implémentation. Il y a eu une adaptation au contexte français pour intégrer les outils existants comme le PSI, la question de la rechute, mais aussi la notion de rétablissement chez les adolescents qui nécessitait aussi, par exemple, de mettre moins l'accent sur des aspects de contractualisation, de responsabilisation et plus sur le fait d'être associé aux décisions qui les concernent. Le coaching, c'est un gros mot, donc rapidement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des choses que vous connaissez, c'est un processus par lequel finalement on va pouvoir mettre en œuvre une écoute attentive, fixer des questions profondes, explorer les choses, se mettre d'accord sur les objectifs là-dessus. Qui les fait? Et c'est important que ce soit les personnes concernées qui fassent les actions. La recherche a montré que la plupart du temps, c'était les professionnels qui les faisaient et que la personne ait une responsabilité dans la réalisation. Pourquoi faire un nouvel essai alors qu'il y a déjà 2 essais? Tout simplement et très rapidement, l'essai anglais était limité à la fois par son design, par la durée des soins qui était très longue, plus de 15 ans, par l'absence de stratification, par le taux d'attrition. Donc il y avait un certain nombre de limites, mais ça montrait un effet positif. L'essai australien, lui, il y avait moins d'attrition, les choses fonctionnaient plutôt bien. Ça a permis de montrer un effet protecteur par rapport à la crise grave que traversait le système de soins. En gros, les patients suivis par les équipes formées ont moins souffert de la réorganisation des soins dans le secteur de Melbourne et de la crise de la psychiatrie que les autres. Mais il y avait aussi un certain nombre de limites, notamment la faible participation du service public et en particulier des médecins. Donc Refocus Rétaforme, qu'est-ce que c'est? C'est une étude qui est actuellement en phase finale, on est en train d'inclure les derniers patients, qui visait donc à proposer un essai randomisé contrôlé dit en stepped wedge. Je ne vais pas vous infliger la totalité de cette affaire-là, mais pour voir si finalement, en formant les professionnels dans le contexte français, dans des unités intra, ce qui n'était pas fait dans les études anglaises et australiennes, dans des hôpitaux de jour, dans des équipes ambulatoires, des équipes de crise et des services de pédopsie, si en formant les professionnels, on améliorait l'expérience des soins et les personnes se sentaient davantage rétablies, ce qui est le critère principal. On évalue aussi si du coup les personnes vont se sentir moins stigmatisées, auront moins l'impression d'être contraintes, et si du côté des professionnels, les attitudes et les connaissances sur leur établissement changent, et l'orientation des soins aussi également. On a formé 220 professionnels, on a recruté 528 personnes concernées, et là on est donc à la phase finale de cette évaluation. Refocus, ce qui est particulièrement important, c'est que les résultats quantitatifs, c'est très bien, mais ce qui va leur donner du sens, c'est les résultats qualitatifs. Donc, ces résultats qualitatifs, ils sont issus de données qui proviennent d'une part d'entretiens qui sont faits avec toutes les personnes qui peuvent être impliquées, c'est-à-dire les cadres, chefs de pôle, les chefs de service, les professionnels qui ont eu la formation par les Anglais, les professionnels formés par leurs collègues eux-mêmes formés, et puis évidemment les patients. Ça se double, donc ça c'est ce que les gens en disent, et puis il faut aussi observer ce que les gens font. Donc ça se double d'observations participantes, d'une part des temps de formation, donc des différentes étapes des temps de formation, et puis par exemple de réunions d'équipe dans lesquelles les professionnels réfléchissent à la manière de s'approprier cette formation et de la mettre en place concrètement dans les services. Donc il y a des bénéfices et des limites qui ont commencé à être observés, mais c'est que des résultats intermédiaires pour l'instant. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Le premier bénéfice, en tout cas, qui est clairement observé, c'est que les professionnels, ils arrivent à s'approprier les outils qui sont proposés pendant la formation et qu'ils en mesurent les bénéfices. Ces outils, ça veut dire que les professionnels, ils ne s'approprient pas tous les outils. Ça signifie que le rétablissement tel qu'il est proposé dans la formation, ce n'est pas une recette qui marcherait à tous les coups, et ça demande un temps d'appropriation et d'adaptation au contexte spécifique des différents services et des différents publics. Et donc, les professionnels arrivent à voir aussi ce qui fonctionne pour eux dans leur pratique, avec par exemple la question des approches conversationnelles, narratives, visuelles, des différents guides qui peuvent être utilisés, etc. Et puis, le fait d'en mesurer les bénéfices, ça permet de continuer dans la volonté d'innover et d'expérimenter des nouvelles pratiques avec, quand ça fonctionne bien, la confiance sur le fait que ça fonctionne bien. On en parle aussi auprès des collègues, donc ceux qui sont un peu plus réticents attendent aussi de voir comment ça fonctionne avec leurs collègues, et donc il y a un cercle bénéfique qui se met en route. Il y a des professionnels, et notamment les pères aidants, c'est très marqué chez eux, qui sont réassurés dans leur pratique, c'est-à-dire que pendant la formation, il s'agit aussi d'identifier les pratiques qui sont déjà orientées rétablissement et de les valoriser et de se demander comment on peut encore mieux travailler. Donc il y a des professionnels qui sont assurés là-dessus, alors que parfois des pratiques
peuvent sortir un petit peu des protocoles ou en tout cas des habitudes de travail qui sont très définies et donc ça peut être vécu comme de la prise de risque. Les pères aidants parfois se sentent pas tout à fait légitimes à travailler et à être embauchés dans ces services. Donc eux, ça les rassure aussi sur leur place, notamment quand par ailleurs ils n'ont pas eu encore de formation ou alors qu'ils sont en cours de formation. Ça permet aussi une meilleure prise en compte des contextes de vie de la personne, c'est-à-dire que ça sort, ce qui est une pratique orientée rétablissement, de sortir la personne de son rôle uniquement de patient, mais plutôt de la prendre en compte dans tout son contexte de vie, avec sa vie familiale, professionnelle, etc. Et du coup, ça permet aussi à ce que les personnes s'engagent plus activement dans le soin, notamment en prenant en compte, par exemple, leur contexte familial ou en prenant en compte leurs rêves, leurs passions, quelque chose qui les motive réellement. Et le fait d'associer ça à la question du soin et la question du bien-être dans leur vie, ça leur permet quelque chose où ils sont plus motivés dans l'accompagnement. Le fait de mesurer aussi les effets bénéfiques, ça les motive davantage. Et ils ont l'impression d'avancer là où certains se sentent un petit peu bloqués dans leur vie. Et puis, globalement, on a quand même des meilleures relations entre les personnes accompagnées et les professionnels qui se permettent une forme de proximité qui habituellement est perçue comme une sortie du cadre, mais là, qui est vue plutôt du côté de l'alliance thérapeutique, en fait. Il y a quand même des limites. Une limite principale, mais qui est un petit peu à double tranchant, c'est la question du turnover. Dans le sens où le turnover, ça peut bloquer un petit peu les dynamiques d'équipe. On a une dynamique qui est amorcée, une réflexion collective sur la manière de s'approprier le rétablissement, de mettre en place des outils, de mettre en place aussi des fonctionnements de services qui permettent le rétablissement, mais le turnover fait que ces dynamiques peuvent être un petit peu mises à mal. Cela dit, j'ai une hypothèse autour de ça, du fait que, à mon avis, certains professionnels qui ont été formés au rétablissement vont dans certains services avec quand même l'envie de mettre en place des pratiques orientées rétablissement là où ils vont. Et donc, une des hypothèses, ça peut être de se dire que ce turnover permet une forme de d'essaimage aussi de ces pratiques. Et puis, ça peut permettre aussi des arrivées, puisque le turnover, c'est des départs, mais c'est aussi des arrivées avec un regard neuf qui peut permettre aussi de la nouvelle dynamique d'équipe. Cela dit, ça peut rendre un peu plus compliqué les espaces de réflexivité, puisque la réflexivité demande une remise en question aussi des pratiques, et donc un dévoilement autour des difficultés qui peuvent être vécues par certains professionnels qui se demandent s'ils travaillent bien, tout simplement. Toute la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Donc, il peut y avoir une volonté de montrer qu'on fait finalement du travail prescrit et de mettre un petit peu sous le tapis le travail réel. Donc, ça peut rendre difficile la réflexivité là-dessus. Et puis, le rétablissement, alors ça, c'est beaucoup plus global parce qu'au-delà de l'utilisation des outils, il y a la philosophie globale du rétablissement qui est parfois confondue avec une logique de désinstitutionnalisation, ce qui peut être très clivant quand certains professionnels essayent de défendre un petit peu l'hôpital public et de lutter contre les fermetures de lits, etc. Quand le rétablissement est associé à une logique néolibérale, ça peut être clivant sur cette question-là, sachant que la question des clivages est très présente et peut être un frein plutôt majeur dans certaines équipes quand le rétablissement a déjà été tenté d'être mis en place et qu'il est devenu une espèce de paratonnerre de toutes les tensions qui généralement en plus retombent sur le père aidant, qui représente un petit peu ce mouvement-là. Et puis, finalement, il y a aussi la difficulté du rétablissement qui serait donc réduit à l'accompagnement et donc uniquement pensé du côté du personnel soignant, ce qui fait que d'une part, c'est décorrélé des enjeux institutionnels et organisationnels, alors que la charge de travail, les horaires de travail, les manières d'organiser le service ont tout à voir finalement avec le rétablissement. Et puis, le fait de mettre cette question-là du rétablissement uniquement sur les professionnels soignants, ça efface aussi toute la partie, par exemple, des personnels d'accueil qui sont au contact direct des personnes, donc qui sont quand même des personnes majeures et qui peuvent être un peu évincées des réflexions autour de ces pratiques-là. Globalement, au niveau d'une conclusion un petit peu globale et intermédiaire, on peut quand même observer qu'il n'y a aucun résultat négatif qui ont été observés, uniquement des résultats positifs, mais des résultats positifs qu'il faut parfois un petit peu aller chercher parce que les pratiques orientées rétablissement ne sont pas nécessairement identifiées comme telles, nommées comme telles, ni par les professionnels, ni par les personnes accompagnées, qui
encore une fois, voient le soin uniquement du point de vue de la relation avec les soignants, ce qui occulte tout un pan des professionnels qui les accompagnent, qui font pourtant partie des institutions, mais qui ne sont pas identifiés comme des soignants. Et donc, il faut vraiment aller creuser pour aller trouver des résultats qui sont en réalité là quand on prend le temps d'aller les chercher. Merci. Et du coup, c'est aussi l'occasion de dire que Refocus, donc on forme des équipes entières, mais c'est une aventure humaine avant tout. Et donc Refocus, cette communication ne pourrait pas se passer sans remercier l'intégralité des membres de notre comité de pilotage avec expérience vécue ou professionnelle de santé, tous les formateurs de la première année formés du coup à Lyon, vous les voyez en haut. En bas, se former la deuxième année. Et globalement, sans eux, rien ne serait possible, sans tous les centres qui ont participé et dont beaucoup sont probablement présents aujourd'hui, rien n'aurait été possible sans les formateurs pairs aidants, professionnels de santé, sans les chefs de service, sans tous les gens qui ont contribué à cette aventure humaine et que je remercie et dont la plupart figurent sur la diapositive. Merci à tous pour cette aventure humaine qui est Rétaform. Merci à tous les deux, c'était extrêmement clair et passionnant. Et ça retrace exactement. Enfin, nous, on s'est reconnus dans plein de choses, puisque à Bordeaux, on participe à ce projet. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y a des questions qui sont apparues, on les regardera à la fin. Enfin, on y répondra peut-être à la fin. On va maintenant accueillir le professeur Nicolas Franck. Qui est donc professeur de psychiatrie à Lyon, donc qui est la figure incontournable de la réhabilitation et du rétablissement en France, qui a travaillé énormément sur ce sujet et qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment le traité de réhabilitation, dont la seconde édition va bientôt sortir, qui est à l'origine également de tout le réseau de réhabilitation psychosociale en France et à l'origine aussi du centre ressources. J'en profite pour mettre le lien dans les questions du centre ressources de réhabilitation psychosociale où vous pouvez trouver, comme son nom l'indique, énormément de ressources sur cette thématique. Et donc nous, aujourd'hui, on va écouter le professeur Franck sur la réorganisation de la psychiatrie française autour du rétablissement et quelles implications pratiques ça pourrait avoir. Merci beaucoup, Nicolas, de participer à ce webinaire. Merci Clélia, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, oui, on va essayer de proposer quelques pistes pour que ça ne reste pas un vain mot, que ce ne soit pas juste le mot rétablissement qu'on met pour faire plaisir parce que c'est dans les textes, mais que ce soit quelque chose qui se concrétise vraiment. Donc, on pourra m'appuyer sur la structuration du réseau de réhabilitation psychosociale qui est coordonné par le centre ressources. Donc, Lélia a dû vous partager le site web, sinon vous le trouverez sur une de mes diapos à la fin. Et aussi sur la transformation d'un secteur de psychiatrie générale, le secteur du pôle centre rive gauche qui recouvre le territoire de santé de 3 arrondissements de Lyon, 3e, 6e, 8e, 240 000 habitants. Alors, ça c'est le titre. Donc, l'idée, c'est déjà de prendre la santé mentale dans sa globalité, de la prendre en compte dans sa globalité, et non pas d'être seulement centré sur la réduction des symptômes. Ça veut dire agir plus tôt, essayer de mettre en place de la prévention. Ça va avec les objectifs de lisibilité, d'accessibilité et de qualité des soins. On les veut, ces objectifs, pour les personnes qui ont des troubles mentaux sévères, parce que, bien entendu, ces personnes-là, elles seront forcément en psychiatrie et dans les structures publiques, mais on veut aussi pouvoir agir plus tôt pour améliorer le pronostic. Et dans ce cadre-là, il y a eu la création d'une unité qui est très intéressante, qui est le Centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation, qui permet à toute personne habitant sur le territoire de santé d'accéder à un avis psychiatrique dans les quelques jours ou au maximum quelques semaines, ce qui permet, parmi les 1100 personnes reçues chaque année, de screener les états mentaux à risque et de dépister 30 à 40 états mentaux à risque et d'en améliorer le pronostic. Donc ça, c'est aussi extrêmement important pour une politique de prévention et pour une amélioration de la qualité. Et favoriser le rétablissement, c'est aussi permettre aux personnes qui ont des troubles psy de repartir de moins bas. Donc plus on prend les difficultés tôt, mieux c'est. Ça veut dire, si on est centré sur le rétablissement, qu'on priorise le rétablissement personnel, donc on renonce à une approche centrée sur les symptômes, le rétablissement personnel, c'est-à-dire se sentir mieux pour les personnes qui ont des troubles psychiques, en particulier des troubles psychiques sévères, ça n'est pas calqué sur avoir moins de symptômes ou plus de symptômes.
On sait très bien que des personnes qui n'ont plus de symptômes se sentent mal, et des personnes qui ont encore beaucoup de symptômes se sentent suffisamment bien. Et on sait très bien aussi qu'en voulant réduire à tout prix les symptômes, par exemple en saturant à plus de 80% les récepteurs D2 à la dopamine, on altère considérablement la capacité d'apprentissage, voire on l'anéantit totalement. Donc les symptômes ne peuvent pas être un objectif. Il faut compléter cette recherche du rétablissement clinique qui doit rester présente parce qu'il faut aussi limiter la souffrance, mais ne doit pas nous obnubiler, par une recherche du rétablissement fonctionnel et du rétablissement social. Social, c'est accéder à un logement, un emploi, des liens sociaux. On laisse ça de côté, c'est simple. Rétablissement fonctionnel, c'est faire face aux défis du quotidien, pouvoir utiliser ses capacités pour affronter son quotidien. Et ça nécessite d'améliorer l'insight, d'améliorer les fonctions cognitives, d'améliorer la communication. C'est ce que vise la réhabilitation psychosociale. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre une approche orientée vers le rétablissement efficace, il faut diffuser la réhabilitation psychosociale partout. Il faut que ce soit le cœur de nos pratiques sur le secteur de psychiatrie générale, par exemple. Mais tout ça, ce trépied, rétablissement clinique, social et fonctionnel, c'est pour favoriser le rétablissement personnel. Donc on priorise les critères de la personne elle-même, les critères que la personne a définis pour son propre rétablissement. On n'est pas normatif, ce n'est pas à nous de décréter que la personne est rétablie ou pas rétablie, ce n'est pas la réduction des symptômes qui est suffisante, ce n'est pas l'amélioration des processus cognitifs qui est suffisante. Plus important, le retentissement fonctionnel, mais plus important encore, le fait pour la personne de se sentir suffisamment bien, de se sentir rétablie. Donc, pour améliorer l'offre de soins, en conséquence, il y a plusieurs défis. Déjà, l'offre de soins, elle n'offre pas forcément des soins de qualité. Elle est trop hospitalo-centrée et elle traumatise les personnes qui passent par de la coercition, alors qu'on pourrait l'éviter si on agissait plus tôt avec des alternatives à l'hospitalisation. Et elle est ni lisible ni accessible. Quelqu'un qui cherche un psychiatre ne sait pas, ou un psychologue, ou qui cherche à avoir de l'aide dans le domaine de la santé mentale ne sait pas à qui s'adresser, et quand cette personne cherche à prendre un rendez-vous avec n'importe quel psychiatre ou psychologue ou CMP, en général, on lui dit qu'il y a des mois d'attente, que c'est très compliqué, que c'est pas possible ou qu'il n'y a plus de rendez-vous du tout. Donc, premier défi, lisibilité, accessibilité. Une manière de le faire, c'est de créer des portes d'entrée territoriales comme le centre d'accueil d'évaluation et d'orientation. Vous êtes reçu par un psychiatre, vous avez un avis diagnostique et thérapeutique et vous êtes orienté. Ce n'est pas un centre qui fait des suivis, c'est un centre qui fait des évaluations et des orientations. Et ça résout ce problème de lisibilité et d'accessibilité. Une porte d'entrée territoriale, par exemple, le territoire du pôle centre-rive-gauche à Lyon, un KDO à Lyon-Pardieu, à côté de la gare. Toutes les personnes peuvent y venir sans aucune limitation, sauf celles qui sont déjà suivies au CMP. Parce que dans ce cas-là, elles vont au CMP. En tout cas, les autres, elles peuvent venir comme ça et elles sont orientées immédiatement. Les généralistes ont un courrier avec un avis diagnostique et thérapeutique. Donc, ça améliore vraiment ces deux difficultés. Après, la qualité des soins, c'est tout le reste, supprimer les pratiques traumatisantes, être capable de personnaliser les soins pour qu'ils répondent aux objectifs propres de la personne, pour être orienté vers le rétablissement, c'est-à-dire prioriser le rétablissement personnel et s'appuyer beaucoup sur le rétablissement fonctionnel, ça veut dire systématiser le plan de suivi individualisé pour faire un lien entre les deux, entre la vie de la personne, ses objectifs propres, ses objectifs de vie à plus long terme, et puis ses soins. Et ça veut dire faire confiance aux personnes, oser prendre des risques en renforçant leurs capacités. Et ça veut dire aussi s'appuyer sur la paire aidance, parce que les pairs aidants incarnent le rétablissement, donc valoriser le savoir expérientiel, c'est la 5e dimension. On pourra discuter de tout ça par la suite. Donc, comment au début a-t-on procédé? Nous avons créé un réseau de réhabilitation psychosociale en s'appuyant sur des textes réglementaires qui ont permis, ces textes réglementaires, la création de 130 centres supports ou de proximité de réhabilitation psychosociale. Les centres de proximité, ce sont les plus simples, les moins dotés en moyens, mais les plus courants. Il y en a une centaine, c'est ceux qui sont en bleu. Alors, il y en a beaucoup, à certains endroits, ça se recouvre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les comptabiliser en voyant cette simple carte. Il faut aller sur le site du centre ressources pour le faire et les compter. Et les centres de support ou centres référents, c'est ceux qui sont en rouge, qui encadrent l'activité de ceux-là et qui font des actions de formation et de recherche en plus. Donc, ces textes réglementaires, dont l'instruction DGOS du 16 janvier 2019, vous voyez la copie d'écran en haut à droite, ont permis une couverture territoriale satisfaisante, puisque maintenant, partout, en métropole, outre-mer, on peut avoir accès à de la réhabilitation psychosociale. En même temps, la capacité est insuffisante. La capacité de cette centaine et quelques de centres, 130 centres, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Le besoin, c'est quelques millions de personnes, ceux qui ont des troubles mentaux sévères au minimum. Donc, ce réseau répond à 1% du besoin de la population générale. Donc, pour généraliser ces soins et permettre à toute personne qui en a besoin d'y accéder,
il faut que les structures du secteur de psychiatrie générale deviennent des structures de réhabilitation psychosociale. Les CATTG doivent proposer de la réhabilitation psychosociale, les hôpitaux de jour de la réhabilitation psychosociale, l'hospitalisation complète, les équipes mobiles pour le traitement de la crise doit amorcer la réhabilitation psychosociale et inscrire le patient dans un parcours de réhabilitation psychosociale. Capacité insuffisante, les chiffres le disent simplement en termes de capacité, mais si vous regardez aussi plus précisément les données de Réabase, le projet de recherche qui lie l'ensemble de ces centres, enfin les 35 qui participent sur l'ensemble de ces 130 centres, on voit que les personnes qui accèdent à la réhabilitation psychosociale, à cause de cette limitation de capacité, y accèdent trop tard. Ils sont en moyenne trop hospitalisés. Elles ont 35 ans, 12 ans de maladie, plus de 5 mois d'hospitalisation en moyenne, et bien trop de médicaments par rapport aux recommandations. Donc, il y a de grands progrès à faire. La solution n'est pas d'augmenter la capacité des centres de réhab, mais d'augmenter l'assise, leur assise, en diffusant les techniques qu'elles prônent et qu'elles sont capables d'enseigner. Donc, pour avancer, il faut conduire le changement autour de valeurs communes. Ça nécessite de s'appuyer sur des formations, ça nécessite de s'appuyer sur des sensibilisations. C'est le travail des centres de réhabilitation psychosociale. C'est l'enjeu du projet Rétaforme Refocus dont vous venez de voir la présentation à l'instant. En tout cas, voici quelques paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a autant de définitions du rétablissement que de personnes, puisque les personnes se reconstruisent autour de valeurs et de paramètres qui sont les leurs propres. Il faut vraiment considérer le rétablissement au-delà de la question des symptômes, donc ne plus être fixé sur la disparition des hallucinations, du délire, de la dépression, de l'anxiété, mais plutôt permettre aux personnes de vivre avec et d'exploiter au mieux sa partie saine et ses capacités. Ça passe par des évaluations bien standardisées et la mise en œuvre de soins bien standardisés, parce que ces soins de réhabilitation psychosociale sont ceux qui vont mettre les personnes dans les meilleures conditions pour se rétablir, en renforçant leur pouvoir de décision et d'action. Ça, leur efficacité est largement démontrée et il faut les diffuser. Ils sont encore trop peu accessibles aux personnes. Conduire le changement autour de valeurs communes change considérablement les choses en termes de représentation des usagers, de place qui leur est accordée dans les institutions, de nature des soins, de qualité de la relation, de nature de la relation entre le professionnel, qu'il soit médecin, paramédical ou autre, et la personne qui est accompagnée. Donc, comment faire pour avancer? Il semble très important de s'appuyer sur des pairs aidants parce qu'eux incarnent le rétablissement. Ils sont importants non seulement pour les personnes accompagnées, pour les personnes soignées, mais aussi pour les équipes. Parce que sans incarnation du rétablissement, tout ce qu'on est en train de raconter là depuis le début des présentations reste un petit peu théorique. Donc, il faut vraiment mettre des pairs aidants au cœur de tous les dispositifs. Ça veut dire, dès que faire se peut, les recruter en propre, qu'ils fassent partie des équipes, qu'ils aient un sentiment d'appartenance aux équipes, l'unité, le service, le pôle, l'établissement. Pour y goûter, on peut passer par la prestation de pairs aidants. Il y a des associations qui embauchent les pairs aidants et les mettent à disposition contre contrepartie financière, mettent à disposition des institutions, qu'elles soient hospitalières ou médico-sociales. Ça, c'est pour y goûter, mais ensuite, pour vraiment pouvoir faire basculer les choses, il faut embaucher en propre les pairs aidants dont les statuts professionnels seront définis dans les prochains mois ou les prochaines années. C'est en cours de travail, de réflexion et de travail. Donc, il y a beaucoup d'autres leviers qui sont exposés ici. Je vais y revenir par la suite. Changer les pratiques, c'est aussi éviter le traumatisme lié à la coercition, administrative un peu, physique beaucoup. Ça, c'est le produit du débriefing qu'on fait systématiquement après tout isolement, en chambre d'isolement et éventuellement en contention, au pôle centrifuge gauche depuis plusieurs années. C'est en cours de publication. Donc ces personnes-là bénéficient d'un entretien avec un psychologue, un sociologue ou un autre professionnel pour indiquer leur ressenti par rapport à ce qui se passait avant la mise en œuvre de l'isolement et de la contention, ou de la contention, ou en plus de la contention, pardon, ce qui s'est passé pendant, ce qui s'est passé après. Et voici ce qui est rapporté, ce qui est tout à fait édifiant. Le fait d'entendre ça et de restituer ça aux équipes conduit à les engager plus fortement dans les alternatives à l'isolement et à la contention parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles font vivre aux personnes. Et ça a permis, certains mois, d'avoir 0 isolement sur tout le pôle. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Donc changer les pratiques, ça veut dire agir le plus tôt possible, prévenir la chronicité, évaluer et accompagner précocement, autant prendre en charge des jeunes, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont plus âgées, il faut les laisser de côté. Ça veut dire qu'il faut vraiment mettre une grosse partie
notre énergie sur les jeunes, et c'est ce qui est en train de se passer en France actuellement, mais aussi mettre en place des dispositifs et une offre de soins qui soit appropriée et qui permettent de laisser des chances aux personnes qui sont plus avancées dans le parcours de soins. Sinon, eux ne remonteront jamais la pente, n'auront jamais de vie. Donc ça veut dire mettre en évidence et renforcer le potentiel de chacun. Et pour ça, il y a des manières de faire bien standardisées. C'est ce qui a été développé pour les centres de réhabilitation psychosociale. On peut faire la même chose à l'échelle d'un secteur. Si je vous décris ce qui se passe par exemple sur le pôle centre-rive-gauche, les personnes qui cherchent à avoir un avis sur leur santé mentale vont au CADEO, Centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation. 85% environ, et en général plus, n'a pas besoin d'un suivi sur le secteur de psychiatrie générale. Réorientation rapide. Moins de 15% a besoin d'un suivi sur le CMP. Entre le CADEO et le CMP, il y a l'unité d'évaluation fonctionnelle qui met en œuvre ce qu'on fait sur tous les centres de réhab, une évaluation clinique, cognitive, de l'autonomie, des particularités sensorielles si c'est nécessaire, etc., etc. Et sur la base de cette évaluation multidisciplinaire, un plan de suivi individualisé qui va suivre le patient dans tout son parcours peut être construit. Et ça, c'est motivant pour lui, ça permet de faire le lien entre ses objectifs de vie et les soins dont il va bénéficier. Ça permet de l'engager dans des soins de réhab qu'il n'aurait pas pensé à solliciter si on n'avait pas construit ce PSI. Et donc ce plan de suivi individualisé a été rendu obligatoire pour tous les patients sur le Vinatier, étant donné son importance cruciale dans le parcours. Donc changer les organisations, ça veut dire faciliter l'accès aux soins, en créant le CADEO, en reprenant rapidement sur les CMP les patients qui ont été déjà suivis, qui sont en rupture de soins, ou qui sont en rechute, ou qui sortent d'hospitalisation, etc., etc. Ça veut dire s'appuyer sur des outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité, et ça veut dire, pour ne pas saturer le système, engager les personnes dans des soins individualisés à durée limitée. Quand on va mieux, on sort du dispositif, y compris du CMP, pour être chez le généraliste. Le CMP, il a une plus-value s'il y a encore un soin technique qui va au-delà du simple renouvellement d'ordonnance. Si c'est le simple renouvellement d'ordonnance, un autre peut le faire, si tant est que l'autre soit là. Évidemment. Intégrer les nouvelles professions, on a parlé des pairs aidants, c'est dans le cadre d'une approche multidisciplinaire, on a besoin de tout ce monde-là, évidemment, vous le savez, pour prendre en charge des patients qui ont des troubles sévères. L'importance des pairs aidants justifie la couleur de la bulle. Pour éviter les ruptures de soins, il est très important de développer le case management. C'est souvent confié à des infirmiers, à des IPA, éventuellement à des éducateurs ou à des pairs aidants. C'est vraiment la méthode la plus efficace pour maintenir les personnes dans leur parcours de soins. Former les professionnels, c'est déjà, avant de développer des actions de formation structurantes comme ce qu'on a vu avec Crétaform Refocus, les diplômes d'université ou même des formations brèves, c'est déjà mettre à leur disposition des formations en ligne. Alors vous avez un MOOC de réhabilitation psychosociale qui peut vraiment initier très succinctement les professionnels et correspond aussi aux besoins des personnes concernées, leurs aidants et de la population générale. C'est savoir pour se rétablir dans le domaine de la santé mentale. Et puis vous avez aussi une formation en ligne plus précise qui est affichée là, avec 8 modules validés par des QCM qu'on peut inscrire au plan de formation des établissements. Il faut environ 35 heures pour aboutir à la validation, ça c'est pour un professionnel paramédical, pour aboutir à la validation de tous les modules. Donc ça, ce sont des cours enregistrés sur fond vert, les diapositives derrière, l'intervenant devant, et c'est vraiment comme si vous étiez en cours avec les différents spécialistes de toute la France et même un petit peu de l'international francophone. Adopter les bonnes pratiques, c'est se demander si vous travaillez dans une structure orientée vers le rétablissement, et sinon, éventuellement, faire évoluer le type de pratique dans la structure. Par exemple, en sollicitant l'observatoire du rétablissement, c'est-à-dire favoriser une auto-évaluation et une évaluation par ses usagers de ces pratiques, sur la base d'une échelle standardisée. On pourra en parler dans la discussion si vous le voulez, mais déjà, vous pouvez vous poser ces questions-là. Est-ce que ma structure prend en compte le potentiel de ses usagers? Est-ce qu'elle respecte leur autodétermination? Est-ce que les prises en charge sont individualisées? Est-ce que les intervenants sont formés et engagés? Est-ce que toutes les ressources de l'environnement sont mises à profit? Est-ce qu'on met l'accent plutôt sur les forces que sur les limitations? Est-ce qu'on agit suffisamment tôt? Et est-ce que les durées des prises en charge sont adaptées aux besoins de chaque personne? Ça, c'est par rapport à sa structure de rattachement. On peut aussi se poser des questions sur soi-même. Est-ce que j'ai appris à prendre en compte les besoins et les demandes des personnes que je suis, que je soigne? Est-ce que je me suis approprié des outils thérapeutiques qui renforcent leur potentiel? Est-ce que je sais mettre en évidence ce potentiel? Est-ce que j'ose croire en leur projet? Est-ce que je ne les juge pas? Est-ce que je suis à leur écoute? Est-ce que je ne les réduis pas à leurs troubles? On peut tous avoir tendance à faire ça parce que l'enseignement dont on a bénéficié il y a quelques décennies ou quelques années
il était construit comme ça. On a dû revoir complètement l'enseignement du DES de psychiatrie de la subdivision de Lyon. Le programme est en ligne sur le site du Centre Ressources, si vous voulez le voir, pour vraiment appliquer ces principes et que tous les internes puissent s'en saisir pour être des psychiatres qui agissent, qui interviennent, qui exercent dans cette perspective. Donc, transformer l'organisation et les pratiques du secteur de psychiatrie générale, ça veut dire ne plus être hospitalo-centré, garder nos moyens, mais pour développer des alternatives à l'hospitalisation, pour favoriser l'accès aux soins, par exemple en créant des KDO, pour pouvoir incarner le rétablissement en recrutant des pairs aidants. Ça veut dire favoriser le développement de professionnels de santé aussi à l'extérieur, travailler en réseau. Par exemple, nous, on déploie des professionnels de santé dans des CHRS pour que les patients SDF qui ont des troubles psychotiques ou d'autres troubles sévères et des addictions puissent être accompagnés et puissent bénéficier de soins et pour améliorer leurs chances. Ça, c'est en sensibilisant les équipes du CHRS et c'est en engageant les personnes à aller vers des soins que sinon elles n'acceptent pas ou qu'elles ne demandent absolument jamais. Améliorer le dépistage des états mentaux à risque, c'est ouvrir très largement des consultations de dépistage et d'orientation, comme celle dont je parlais avec le centre d'accueil d'évaluation et d'orientation. Dans la lecture, Clélia Aquiles a cité en introduction la deuxième édition du traité de réhabilitation psychosociale, dont je parle un tout petit peu plus, le reste vous le voyez sur l'écran. Cette deuxième édition paraîtra dans la première quinzaine de janvier, ça c'est la couverture du premier, la deuxième ce sont des visages qui regardent vers la droite de la couverture. Et puis, n'hésitez pas aussi à consulter le site web de réhabilitation psychosociale. Il n'y a pas que la liste des structures, vous avez toute l'actualité de la réhabilitation psychosociale. Il y a des chargés de com qui travaillent tous les jours. Hein. C'est une structure nationale qui est vraiment très active et très engagée. Et puis, vous avez aussi des outils que vous pouvez utiliser largement. Bon, le MOOC dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez diffuser pour que la population soit mieux renseignée sur sa santé mentale. Le premier module est déjà paru. Le deuxième sortira à la fin du premier trimestre de 2026. Et le troisième et le quatrième seront réalisés en 2026-2027. Il y en aura 6 en tout. Favoriser la déstigmatisation, c'est aussi permettre le contact entre les personnes qui ont des troubles qui se sont rétablies et les personnes du grand public. Pour le faire, il y a les bibliothèques vivantes physiques, mais il y a aussi les livres de bibliothèques vivantes virtuelles, avec une vidéo par chapitre. Là, vous voyez la couverture d'un certain nombre de ces livres. Le dernier, c'est le livre sur Patricia Digan qui paraîtra d'ici quelques jours. Il sera peut-être mis en ligne cet après-midi si le problème informatique dont on a fait état tout à l'heure est résolu. Patricia Digan est une pionnière du mouvement des usagers, une leader, donc c'est vraiment intéressant d'avoir son témoignage sous-titré. Donc ça, c'est pour le diffuser très largement. Pour renforcer le pouvoir de décision et le rétablissement, il faut augmenter la culture de santé mentale et proposer des livrets d'auto-soins, y compris aux personnes qui ont des troubles les plus sévères. Donc ces livrets d'auto-soins sont faits pour ça. N'hésitez pas à les diffuser aux personnes concernées. Là, si vous flashez sur tous les QR codes, vous accédez directement à la page concernée des outils que je cite maintenant. Et puis, pour favoriser aussi la mise en place de la psychoéducation, vous avez le livre coordonné par Clélia Aquiles qui est très bien. Et puis, vous avez, pour faire vos supports, ces diapositives. Il y en a 400. C'est un réservoir de diapositives avec les 6 fichiers. Je suis désolé, ce n'est pas le bon texte. J'avais corrigé ça, mais j'ai oublié de vous l'envoyer. 6 domaines qui correspondent à peu près à ça, mais sous la forme de psychoéducation pour les personnes. Et donc, vous pouvez piocher dedans et tout ce qu'on vous demande, c'est de citer la source, c'est-à-dire le centre source. Et les auteurs sont cités sur la première et la dernière diapositive des premiers et 6e fichiers. Si vous voulez contribuer et les enrichir, c'est ouvert et vous pouvez devenir auteur. N'hésitez pas à le faire. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci Nicolas, vraiment c'était très chouette, très intéressant. Alors, on a des petites questions, peut-être que Julien et Madame Muller, vous pouvez, Anne-Elisabeth, ouais, voilà, parfait. Comme ça, on va peut-être pouvoir. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Hein. Alors, je pense que la première question de Madame Broussel était par rapport au programme Refocus. Elle demandait si les pères aidants étaient bénévoles. Alors, ils sont rémunérés, les pères aidants sont professionnels, et Nicolas l'a dit dans sa présentation, c'est important qu'ils soient rémunérés et qu'ils soient partie prenante à part entière. Et dans le cadre de l'étude, il y avait un budget qui était là pour la rémunération des pères aidants. Et les équipes ont été formées par des pères aidants qui eux-mêmes, les pères aidants anglais, leur trajet et leur formation étaient rémunérés. D'accord, merci.
Après, on nous parle de, Madame Lefroy parle de rétablissement comme paratonnerre. Est-ce que vous auriez des exemples de situations, éventuellement des indices qui pourraient laisser penser que le rétablissement à ce moment-là ne fait pas action pour son utilité initiale? Ben, je sais pas, on peut renvoyer à mes 2 diapositives. Est-ce que mes pratiques ou celles de ma structure répondent aux quelques questions? C'est oui ou non, puis sinon il y a le RSA, hein, c'est très facile. Bénéficier de l'Observatoire du rétablissement, on vous envoie un binôme avec un père aidant qui vous permet de vous auto-évaluer de manière très respectueuse. Voilà. Sinon, il y a Refocus, mais je ne sais pas si tu peux encore inclure des centres. Je crois que tu voulais diffuser la méthodologie, Julien. Sur l'Observatoire, il est disponible tout de suite. Il y a quelques dizaines de structures en attente, mais vous pouvez quand même solliciter et on est capable de prioriser ou de regrouper les formations. C'est gratuit. Et, en tout cas, il me semble avoir utilisé cette expression de paratonnerre. Ouais. Oui, il y a des exemples très concrets. Par exemple, quand le rétablissement est directement mis en lien avec, par exemple, la question de la tarification à l'acte, où certains professionnels vont dire d'accord, mais en fait, il y a des injonctions paradoxales avec d'un côté le rétablissement qui est compris dans un référentiel normatif de bonnes pratiques et de l'autre côté des pratiques institutionnelles et organisationnelles qui ne permettent pas de prendre soin de la relation. Et donc là, il y a des professionnels qui en fait vont s'opposer sur cette question-là, voire entrer en conflit dans des équipes qui sont déjà en conflit, où on a l'impression finalement que le rétablissement, c'est une énième raison de rejouer les oppositions qui se sont déjà jouées sur beaucoup d'autres plans. Ouais, c'est sûr. Et vous avez eu ces exemples pendant le programme, enfin pendant Oui. le projet de Oui, recherche? c'est Des exemples données, que vous avez vus réels. Oui, oui, je comprends. Après, on a Monsieur Stroh qui demande quelle place pour les infirmiers en pratique avancée en réhabilitation psychosociale, accès aux soins, acculturation, rétablissement. Je pense que c'était plus sur la présentation de Nicolas que Je sais pas. On travaille beaucoup avec les IPA. Là, j'étais au début pérédance en santé mentale. Bon, il y a un IPA qui participe. Déjà, leur formation, pour la région, celle que je connais le mieux, mais les autres aussi sont en cohérence. C'est très axé sur le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Donc, ils connaissent bien tout ça. Et on peut, typiquement, nous, on leur avait confié la diffusion du PSI au début. On leur confie le fait de coordonner ou de faire le fil rouge pour les groupes de psychoéducation, en s'assurant que les pères aidants sont dans toute l'élaboration et la mise en œuvre. Et puis après, ça passe en général, le relais passe à des pères aidants et c'est plutôt eux qui assurent la cohérence et la continuité. Au bout d'un moment, c'est plus logique et comme ça met vraiment le savoir expérientiel au cœur. Typiquement, l'action dont je parlais avec l'équipe qui est détachée dans un CHRS, c'est complètement déployé, mise en œuvre, coordonnée par une IPA. Le médecin qui est responsable de la structure, c'est moi, mais j'interviens une fois par mois pendant 1 heure pour faire une discussion avec les résidents, enfin quand ils veulent bien discuter, qui sont en état d'accéder. Je suis allé vendredi, par exemple, c'était un peu des passages comme ça, mais au moins symboliquement, on est là. Et puis, en revanche, la père aidante qui est tous les jours, la LIPA, pardon, qui est tous les jours, elle a vraiment un lien avec les éducateurs, elle assure la cohérence, la sécurité, ça améliore vraiment beaucoup le sort des personnes qui sont hébergées là-bas. Donc, en fait, c'est construit sur mesure. Hein. Il n'y a pas, les IPA, ils peuvent prendre de la place partout et on peut leur confier carrément de la coordination, du montage de projets. Enfin, ils vont au-delà de ce que peuvent faire les infirmiers. En sachant qu'on a aussi fait monter en compétence les infirmiers, que certains ont des délégations de prescription maintenant. On fait ça, on les forme. On l'a fait l'année dernière, on le refait dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Et en fait, les infirmiers se voient aussi confier de plus en plus de responsabilités. Donc, ça évite d'avoir comme prétexte qu'il n'y a pas de médecin, donc on ne prend pas les patients dans les structures de réhab. Hein, c'est ce que dénonce Nicolas Rintaud chaque fois, mais ça, il a raison. Donc, on peut très bien faire un accueil paramédical dans les structures de réhab ou dans un CATTG. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un médecin qui voit les patients systématiquement. Du moment qu'ils ont été vus une fois, qu'il y a un diagnostic un diagnostic dimensionnel et un diagnostic nosographique, évidemment, parce qu'on a bien besoin de côté comme ça. Une fois que c'est fait, c'est bon. Il n'y a pas besoin à chaque fois de repasser par un médecin et faire. Ce qui nuit le plus, finalement, aux structures et au parcours fluide, c'est le fait d'avoir des mini-blocos. Dans le même pôle, le même territoire de santé, vous avez le truc qui est verrouillé pour passer de l'équipe mobile au CATTG, du CMP au CATTG, vice-versa, etc. En fait, il faut déverrouiller tout ça et pour ça, pour fluidifier, le PSI s'appuyer dessus et enlever les verrous médicaux partout, c'est très positif. Donc, il faut faire confiance aux paramédicaux, les faire monter en compétences. Nous, on fait énormément d'actions de formation pour ça. Dans le pôle, on est allé jusqu'à 170 actions de formation par an, ça aide beaucoup. Et on priorise les DU, parce que les DU, ça valorise les personnes, ça solidifie les compétences. Donc, on met beaucoup d'argent sur les DU. En fait, on a fait des dizaines de DU, on a payé des dizaines de DU aux professionnels paramédicaux, médicaux du pôle.
Pour compléter ce que disait Nicolas et pour intervenir pas mal sur la formation des IPA au niveau régional dans le parcours psychiatrie santé mentale, en fait, au cœur de leur formation, il y a très clairement les deux aspects, réduire les symptômes, traiter la crise et soutenir leur établissement personnel. Et leur mission de leadership auprès des équipes leur permet de faciliter le travail de réflexivité. Et père aidant plus binôme, les IPA ne sont pas du tout là pour remplacer les médecins. Par contre, IPA plus père aidant pour aider une équipe à voir tout ce qu'elle fait déjà de bien et tout ce qui contribue au rétablissement, et puis pouvoir réfléchir ensemble à tout un ensemble de choses sur lesquelles tout le monde est d'accord sur le principe, mais qui par contre sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre en pratique que ce qu'ils pensaient au départ. En fait, l'IPA va avoir ce rôle-là, en fait, de leadership pour aider les équipes dans cette réflexivité. On a une question sur la séparation du centre d'accueil et d'orientation des soins par rapport la séparation par rapport au centre suivi. Est-ce que ça ajoute pas une difficulté à entrer dans les soins? Est-ce qu'après être allé, alors c'est le KDO, je pense qu'il va falloir que la personne refasse une démarche de rencontre vers un autre centre, d'autres personnes? C'est pas comme ça simplifie au contraire beaucoup, parce qu'on a beau, moi ça fait CMP, ça fait plus de 30 ans que j'y travaille, on a toujours voulu avoir des créneaux pour les nouvelles demandes, etc. On n'y arrive jamais parce qu'on priorise toujours ce qu'on suit, on n'arrive jamais à faire des sorties. Le fait d'avoir un KDO, ça permet d'être bien plus réactif et de favoriser l'accès au CMP, parce que les patients qui auront été triés par le KDO, on sait qu'il faut les prendre en charge, et ça raccourcit les délais de prise en charge. Le KDO, on n'est pas forcé de le mettre dans une structure publique. Moi, je l'ai fait par redéploiement sur les moyens de mon pôle. Je n'ai pas eu de poste de moyens supplémentaires, mais on pourrait très bien concevoir que c'est un dispositif à l'extérieur, associatif ou je ne sais pas comment, qui envoie les patients au CMP. Quand c'est carrément dans le même bâtiment, la partie d'à côté séparée juste par une porte, l'accès il est très facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des temps partagés CMP KDO. Ça facilite l'accès. Mais même si c'était à l'extérieur, il faudrait que ce soit très interconnecté. Donc non, ça raccourcit les délais parce que les gens sont moins saturés. Si toutes les personnes qui vont au KDO, attendent 3 à 6 mois pour qu'on leur dise bah non, finalement vous êtes orienté sur le privé, ça fait monter la tension, le mécontentement, et ça aggrave leur état, et finalement il y en aura plus au CMP. Le fait d'être très réactif et de trier, ça permet de mettre les gens aux bons endroits. Je vous dis, moins de 15%, 10-15% maximum vont sur le CMP. Les autres, c'est soit rassurés par un entretien, il n'y en a pas beaucoup, soit soutien psychothérapique, soit dépression simple gérée par le généraliste, soit des troubles psy pas très compliqués gérés par le psychiatre libéral. On garde que ceux qui ont vraiment besoin du secteur, c'est-à-dire une approche multidisciplinaire. Et là, on met dans un parcours de réhab avec le PSI construit sur la base de l'évaluation, etc. Non, c'est vraiment une bonne manière de faire une porte d'entrée moderne et cohérente pour avoir une efficacité. Lisibilité, accessibilité, là, je pense que c'est bien mieux avec le KDO. On a justement une question d'une IPA qui nous demande, Madame Sibert, qui nous demande si dans l'étude Rétaforme, des professionnels non soignants, comme les AMA, les ASH, en contact direct avec les personnes concernées, ont bénéficié de la formation Refocus. C'est justement vraiment le principe même de Refocus, c'est que c'est une formation d'équipe, pour vraiment arriver à une définition d'équipe. Et c'était les choses qui étaient assez marrantes d'ailleurs. Souvent, ils étaient un peu hésitants à dire mais moi, est-ce que j'ai vraiment ma place à aller là-dedans? Alors que finalement, quand on regarde les récits de rétablissement et ce que disent les personnes, en fait, c'est le sourire de la personne qui était au secrétariat, le sourire de cette personne qui a offert un café, qui s'est souciée, qui s'est préoccupée, qui a été l'expérience la plus transformatrice du séjour de la personne, par exemple, dans une unité intra-hospitalière. Donc, c'était vraiment capital de former tout le monde et de panacher les groupes de façon à ce qu'il y ait finalement, par exemple, pour des unités d'intra-hospitalisation, qu'il n'y ait pas que tous les infirmiers ensemble, les non-soignants ensemble, etc., qui est vraiment un croisement de regard. Et alors, comme c'est Refocus aussi, je pose directement cette question. Est-ce que vous avez un retour sur le milieu intra-hospitalier On en a pas plusieurs, et je pense, Clélia, qu'en fait, je peux même te retourner la question, puisque sur Bordeaux, par exemple. Eh bien non, nous, on n'a pas fait intra, finalement. Vous n'avez pas fait intra, vous avez fait, mais effectivement, c'est plus sur la question de tout ce qui est intra-hospitalier. Globalement, les retours étaient très positifs. Après, ça posait des questions particulières à la fois pour l'organisation, donc ça a dépendu aussi beaucoup du contexte. Mais une intervention, elle n'a de sens que si on considère le contexte. Et par exemple, si on peut libérer, est-ce que les infirmiers ont été libérés sur 3 jours de formation consécutive? Est-ce que toute l'équipe a pu être formée? Est-ce qu'il y a réellement une action qui a été réalisée derrière? Donc les retours qu'on a là-dessus, et je laisserai Anne-Elisabeth compléter, c'est qu'en gros, il y a plein de choses positives qui se passent avec les contraintes particulières liées à l'intra,
mais il faut aussi beaucoup d'éléments contextuels pour que ce soit possible. Et effectivement, nous, on n'avait pas pu parce que c'était difficile de libérer toute l'équipe. C'est ça, c'était toute cette difficulté-là aussi qu'il y avait, mais Anne-Elisabeth, tu peux compléter sur ces éléments-là? Ouais, en fait, en intra, je trouve que ça prend une forme légèrement différente parce que ça se concentre quand même principalement, et il y a quand même vraiment une évaluation de ça de la part des professionnels, la question de la contention. L'objectif du rétablissement est vite réduit, en tout cas, ça représente un risque réduit à la question de la réduction de la contention. Cela dit, il y a quand même des résultats qui sont très positifs, et pour le coup, vraiment, j'ai dû fouiller pour aller les identifier parce que les patients ne les identifient pas comme tels, mais par exemple, j'ai entendu des personnes dire que pour la première fois, alors que ça fait 40 ans qu'ils sont accompagnés, ils ont participé à des ateliers, alors que d'habitude, pendant l'hospitalisation, ils préféraient rester dans leur chambre à lire, ce qu'ils identifient à la présence du père aidant, qui finalement ne les lâche pas, continue d'aller les chercher, et donc on a toujours cette question du soin du lien qui revient sur le devant de la scène. Et chez les professionnels, parce que le retour des professionnels de santé qui étaient en intra, c'était de dire qu'en fait, ils s'étaient reconnectés avec le pourquoi ils s'étaient engagés en tant qu'infirmiers en psychiatrie, avec des missions dont ils avaient eu l'impression de perdre le sens, dans des logiques un peu d'hôpital-entreprise, etc., et de déshumanisation, et dans lequel finalement il y avait à nouveau une connexion, une résonance, et ils disaient, j'ai plus l'impression d'être un gardien de prison, d'avoir des fonctions de garde-chiourme ou autre, mais vraiment je fais un boulot d'infirmier. Donc probablement des effets sur la qualité de vie, ou en tout cas la qualité de vie au travail. Et après, l'effet de la formation en lui-même a quand même ouvert aussi des espaces pour réfléchir à des choses qui semblaient tellement évidentes qu'on n'y pensait plus, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on porte la blouse? Donc voilà, ça permettait de reposer des questions un peu bêtes, mais qui ne se posaient plus. Bon, ils vous ont dit pour la certification HS, forcément. Pour les questions sur QR code, tout est sur le site, je pense, hein, Nicolas, c'est accessible. Sur le site, oui, bien sûr. Après, si vous allez sur le replay et que vous flashez sur le QR code, vous cliquerez, vous irez directement sur la bonne page du site. Voilà. Le touffu, il comprend 3000 pages. Et moi-même, j'ai du mal à trouver certaines choses. Par exemple, les livrets d'entraide, je ne sais pas où ils sont. Je tape sur le moteur de recherche en haut à droite. Les livrets d'auto-soins, je tape auto-soins et je les trouve. Les fiches de psychoéducation, c'est dans outils de réhabilitation psychosociale. Outils de réhabilitation, c'est le deuxième item, etc., etc. Il faut toujours fouiller un petit peu. Le MOOC, il est quelque part, je ne sais pas où. Si on tape, on le trouble. Parce qu'il y a trop de choses. Mais on est en train de... Il y aura le replay de cette intervention. Vous pourrez aller revoir le webinaire sur le site de la FPBN. Et il y a une autre question sur le traité. Alors, moi, je pense que je peux répondre directement. Hein. Oui, il y a plein de choses intéressantes dans la deuxième version par rapport à la première. Et ça, c'était une mise à plat complète. C'est un nouveau livre. Hein. Ce n'est pas du tout dire on fait une petite correction par-ci par-là. C'est remettre à zéro tous les chapitres. La plupart des chapitres ont été complètement réécrits. Il y en a 30 ou 40 nouveaux. Il y a 300 pages de plus. Il y a 200 et quelques auteurs au lieu de 140. Il y a beaucoup plus d'expérientiel. Vous avez toute l'école de Maastricht, par exemple, sur la gestion des voix. Il y a 3 chapitres, ça n'existait pas du tout. Dans un témoignage de personnes concernées qui a des voix qui incitent à commettre des meurtres en permanence et qui arrivent à prendre ça de manière positive grâce au travail et à sa propre psychothérapie. Non, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc oui, ça vaut le coup. Oui, il ne va pas tarder. Oui, il ne va pas tarder. 2 mois, même pas 1 mois et demi. Est-ce que la pratique du rétablissement implique en termes organisationnels des fonctionnements moins hiérarchiques? Et comment ça s'est mis en place à l'hôpital? Oui, tout à fait. C'est plus à l'horizontale. Ça peut marcher que si on fait confiance aux autres, qu'on leur délègue leur activité dont ils sont responsables. Moi, j'ai l'habitude de travailler, par exemple, avec des infirmiers qui, très rapidement, ont fait le tri, ont posé des indications, ont fait des travaux scientifiques, ont fait des publications internationales, comme Baptiste Gaudelus. Il est IPA maintenant, mais au début, il était infirmier. Et beaucoup d'autres qui ont écrit dans le traité. Donc oui, c'est plus horizontal. Et c'est horizontal entre le patient et le professionnel. C'est horizontal entre les professionnels. C'est un management différent. Donc l'autodétermination, elle est pour nos patients, nos usagers, mais aussi pour nos collègues. Non, ça ne peut pas marcher. Si on est très vertical et qu'on attend la parole du maître, c'est sûr que ça va bloquer. Et à l'inverse, est-ce qu'on pourrait imaginer à moyen terme qu'on n'aurait plus un besoin majeur de psychiatres?
Vous voulez nous remplacer par des IA? Je doute que ça fasse exactement la même chose. On a besoin de psychiatres, mais pas pour faire la même chose. Je pense qu'on en a besoin, mais par contre, il faut qu'ils fassent de la psychiatrie. Si les psychiatres ils sont en libéral pour faire des psychothérapies sur quelques patients, je ne sais pas, allez voir le film, par exemple, que j'ai vu hier soir, Vie privée, là, voilà, c'est une psychiatre psychothérapeute. On en a beaucoup qui font ça, il est très rigolo. C'est une psychanalyste qui découvre les thérapies brèves et qui fait un voyage intérieur, c'est sympa, dans le contexte polémique actuel. Je vous le conseille, c'est Jodie Foster, la psychanalyste en question. Donc, en tout cas, si les psychiatres se mettent à faire de la psychiatrie, c'est-à-dire à organiser, poser les indications, faire les diagnostics, participer à la structuration des soins, en lien avec les personnes concernées, en lien avec les pères aidants, en lien avec les paramédicaux, etc., mais il y a quand même besoin des psychiatres pour une vision diagnostique d'ensemble, pour tout ce qu'on sait faire nous seulement. Si on fait ça, déjà, on aura plus de problème des hôpitaux en manque de psychiatres. Je veux dire, si on confie certaines tâches qui sont pour l'instant dévolues absolument à des psychiatres, à des paramédicaux, on déverrouille un petit peu les choses. Il ne faut pas avoir peur et préserver nos prérogatives à tout prix. Je pense qu'on a intérêt à collaborer. Là, je ne parle pas des IA, c'est un autre débat. Je parle des collègues simplement déjà paramédicaux et psychologues. Si on répartit les tâches différemment, on peut y arriver, ça rend les choses plus intéressantes et la psychiatrie plus attractive pour toutes les professions. Mais je pense qu'il y aura besoin de psychiatres parce qu'il y a une partie extrêmement complexe, extrêmement subjective qui ne va pas disparaître avec le développement de l'IA. Et on ne va pas non plus être remplacé par des IPA ou des infirmiers ou des pères aidants. Moi, je n'ai pas cette crainte du tout. Mais on fait autre chose de plus en plus. Ça, il faut l'accepter. À l'horizontale avec tout le monde. On prend peut-être juste une dernière question que je résume rapidement parce qu'il y a plusieurs items à la question, mais c'était surtout est-ce qu'il y a des paramètres à prendre en compte quand on veut parler de dynamique de réhabilitation dans les équipes. Je pense que c'est à peu près... la dame demande s'il existerait un risque à prendre en compte au niveau de la dynamique de l'équipe qui prend en charge le patient en réhabilitation psychosociale, des paramètres dans la logique des choses qui seraient des paramètres que l'on pourrait plus facilement maîtriser. C'est pas très clair la question là. Je comprends pas trop. Est-ce que la dame peut s'exprimer directement oralement ou c'est pas possible techniquement? Je suis pas sûre que oralement. Non, je ne sais pas. En tout cas, le truc important, c'est déjà de s'appuyer sur des choses qui sont vraiment efficaces, des outils de soins qui ont fait l'objet de recherches cliniques. Le simple fait d'être orienté rétablissement, c'est déjà très bien, mais rajouter des outils de soins qui renforcent réellement les capacités des personnes, c'est encore mieux. Donc, il faut les deux. Il ne faut pas que ce soit juste décoratif. On fait de la réhab parce qu'on accompagne les personnes vers les éléments de leur vie courante, ça ne suffit pas. C'est bien, mais il faut aussi vraiment renforcer leurs capacités. Et pour ça, il faut faire tout ce qu'on a dit, tout ce qui est décrit dans l'instruction des GOS, tout ce qui est décrit dans le traité, c'est nécessaire. C'est vraiment indispensable. Mais je ne suis pas sûr que c'était ça qu'elle posait comme question. Oui, juste un dernier mot et on va devoir arrêter. Ouais, c'est juste effectivement sur cette question il ne s'agit pas d'effacer les places de chacun à l'hôpital, mais vraiment de réfléchir au rôle de chacun. Le nouveau métier qui est la pérédance, qui est le métier le plus décrit et le plus évalué sur un plan scientifique, permet de faciliter la discussion pour un partage de pouvoir et une rédéfinition et une clarification des rôles. Et sur le fait de pouvoir ajuster le rétablissement, en prenant en compte la dynamique aussi au niveau global, il y a la question bien évidemment des proches et des ajustements en fonction des différentes populations. Par exemple, le rétablissement chez les ados, on va prendre en compte bien sûr encore plus les parents qu'on prend habituellement. Il y aura des adaptations au concept à chaque chose et c'est important de prendre en compte le contexte. C'est pas arrivé en disant voilà ce qu'il faut faire, il faut faire ça, voilà le guide du rétablissement, et mettez-le en œuvre, mais vraiment être dans une approche vraiment réflexive, repérer ce qui marche bien, valoriser ce qui marche bien, et s'appuyer dessus pour intégrer ces éléments-là, et c'est ça qui, à mon sens, est capital. Mais un grand merci à tous nos orateurs. On était vraiment très contents de passer cette pause de midi avec vous. Le prochain webinaire de la FPBN a lieu dans 2 jours, le 28, mais il est déjà complet dans ce que j'ai compris. Par contre, vous pouvez de toute façon retrouver tous les webinaires sur le site de la FPBN en replay. Et le nôtre également, d'aujourd'hui, sera en replay sur le site. Donc, n'hésitez pas à les revoir si vous avez raté des informations. Merci à tous et très bon après-midi. Merci Clélia, au revoir.